Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je suis un petit peu content, j'essaye cette ID.7 de Volkswagen. D'ailleurs, je tiens à remercier la concession Jean Lagarde de Périgueux, qui est la concession Volkswagen pour Périgueux. Ils ont la gentillesse de me prêter la voiture pour la journée. Sans eux, cette vidéo ne serait pas possible, donc encore merci à la concession Jean Lagarde de Périgueux. Donc cette ID.7 dans la finition que vous voyez là, qui est la finition style exécutive, qui est le haut de gamme de la gamme ID.7, à un prix qui démarre à 67 990 €, donc juste un tout petit peu en dessous les 68 000 €, sans les options. Avec les options, cette voiture est vendue, là, celle que j'essaye, à 74 500 €. Mais là, je m'aperçois que je vais un peu trop vite. Je suis tellement content de vous la faire découvrir que je brûle les étapes. Donc, top générique! Sur le côté de cette voiture, qu'est-ce que vous constatez? C'est une question que je vous pose, voilà, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous constatez sur le côté de cette voiture? Moi, je vais vous dire ce que moi je constate. Moi, je constate, la première chose, c'est la longueur de la voiture. Avant de vous dire la longueur, sachez simplement qu'elle fait 60 cm de plus que la Ioniq 6, qui, je trouve déjà, moi, est une très grande voiture. D'accord? Elle fait 4,961 m, presque 5 mètres de long. C'est absolument gigantesque. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'empattement qui lui fait presque 3 mètres également. Donc juste un petit peu en dessous de 3 mètres, 2,980 m et des brouettes. Voilà, on laisse passer les motos. Donc ce qui est intéressant, c'est l'empattement de cette voiture qui fait quasiment 3 mètres. Et cet empattement va bénéficier à l'espace, aux passagers avant et arrière. Vous allez voir quand je vous amènerai à l'intérieur, il y a une place hallucinante aux places arrière et aux places avant. Vous avez les rétroviseurs couleur carrosserie. Vous avez ici une bande de toit qui fait tout le long grise. Les vitres arrière sont surteintées. La vitre du coffre est surteintée. Une voiture de plus sans essuie-glace à l'arrière. C'est un peu la tendance. Alors qu'on se rend compte que sur le nouveau modèle de Ioniq 5, eh bien, ils reviennent sur cette tendance. Bon, moi maintenant, vous le savez, j'ai une Ioniq 5 première génération, hein, donc pas d'essuie-glace à l'arrière, donc on s'y fait. Enfin, je vais devoir m'y faire. Donc moi, je suis pas spécialement fan, mais bon, qui suis-je pour juger? Maintenant, j'ai une voiture sans essuie-glace. Je l'avais déjà dit dans la vidéo concernant l'ID5. Vous avez des jantes de 20 pouces, des jantes profilées pour l'aérodynamisme. On soigne l'aérodynamisme sur cette voiture. Hein, elle est vraiment très profilé, pas tout à fait autant que la Ioniq 6, mais on sent que c'est un sujet qui est traité chez Volkswagen sur cette voiture. Donc ça, on est plutôt pas mal. En sachant qu'elle a une autonomie qui va jusqu'à 619 km pour une batterie de 77 kWh, force est de constater, là, on fait un calcul rapide, on voit que quelque part, voilà, ça peut, c'est peut-être dû à cet aérodynamisme, d'accord? Alors, si on regarde cette ID.7, à l'avant, on s'aperçoit que c'est bien une voiture qui appartient à la gamme ID de Volkswagen. On a ce long bandeau lumineux ici devant, là, qui nous rappelle indéniablement les véhicules de la gamme ID. C'est ce que je disais dans la vidéo consacrée à l'ID5 que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Voilà, il y a vraiment un air de famille, cet air un peu arrondi, un peu bombé. Moi, je trouve que ça manque un petit peu d'originalité, d'accord, mais ça, c'est valable sur toutes les voitures du groupe Volkswagen. Hein. On ne fait pas de vagues en termes d'esthétique, d'accord. C'est ça qui plaît aux clients Volkswagen. Donc, après tout, ils ont raison de continuer. Hein. Si ça plaît à leurs clients, voilà, ils ont raison. Moi, qui suis-je pour juger? Après, donc, vous avez le gros logo ici, Volkswagen. En dessous, vous avez la caméra avant qui sert à la caméra 360. Petite chose que j'ai constatée, c'est que là, vous avez une écope. Vous avez un passage d'air qui vous amène l'air par-dessus les roues avant, d'accord? Les feux lumineux, le long bandeau lumineux qui passe sous le capot. Vous n'avez pas de frunk à l'avant. Vous avez les petits radars un petit peu partout. Alors, le coffre de cette ID.7, qu'est-ce que ça donne? La première chose, il est à ouverture électrique. Donc, ça, vu le tarif, pour moi, c'est un prérequis. Ensuite, vous avez 532 litres de volume dans ce coffre, ce qui est déjà conséquent. Le truc, c'est que voilà, c'est surtout en longueur et
pas trop en hauteur, mais l'avantage que ce soit un haillon et pas une malle, ça vous donne accès vraiment à la totalité du coffre, contrairement au Ioniq 6 où c'est une malle et vous avez juste une petite partie qui s'ouvre et pour accéder au fond du coffre c'est pénible. Là non, c'est accessible assez facilement. Vous avez également un sous-coffre qui fait que quelques centimètres de haut ici sur la longueur du coffre. Vous avez un deuxième sous-coffre dessous qui là en l'occurrence est pris par la partie sono basse Harman Kardon du véhicule. Vous pouvez ranger à côté de ça votre câble de chargement. Alors chose pratique, pour rabattre les sièges, vous n'êtes pas obligé de faire le tour et passer par les portières passagers. Vous avez deux petites tirettes de chaque côté de la voiture. Vous tirez dessus, paf, automatiquement vos sièges se rabattent, c'est que du bonheur. D'accord? Sinon, vous avez deux petites lumières de courtoisie de chaque côté. Vous avez des petits crochets à droite et à gauche pour tenir vos affaires. Vous avez également un filet de maintien si vous avez des choses qui ont tendance à bouger dans le coffre. Voilà. Coffre plutôt généreux et plutôt pratique d'utilisation et plutôt facile d'accès. Pour la recharge de cette voiture, c'est à l'arrière droit que ça se passe. Petite originalité, la trappe de charge ne s'ouvre pas latéralement mais verticalement. Voilà, comme ceci. Tac. Ce qui vous donne accès à la prise combo CCS, hop, avec un petit capuchon qui est quand même, ma foi, relativement facile à remettre. Ça, c'est plutôt pas mal, ça évite les petits capuchons en caoutchouc. Alors, elle accepte en courant alternatif du 11 kW de série et en courant continu du 175 kW. Voilà, 175 kW, on commence à taper dans les bonnes puissances de charge, ce qui est plutôt correct, mais vu la capacité de la batterie, 77 kWh, bah, je pense qu'il faut ça. Alors, si je m'assois aux places arrière de cette ID7, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une place de ouf. Le siège devant est réglé comme pour moi, d'accord, je suis 1,84 m, et c'est là qu'on voit vraiment les presque 3 mètres d'empattement de ce véhicule. C'est un salon roulant. Voilà, le seul bémol que je vois, moi, c'est la forme des sièges des deux passagers ici. Parce que ici, ça remonte, vous voyez, et si vous voulez vous asseoir au centre de la banquette arrière, vous allez avoir ça qui va vous remonter. Enfin, ça va pas être très agréable, d'accord? Parce que je l'ai essayé, voilà, hop. Et ben, moi, je suis à cheval sur les deux, là. Et ben, je suis pas très confortablement installé. Par contre, gros point positif, si c'est un petit gabarit, et ben, là, il va pouvoir mettre ses pieds sans aucun problème. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Il y a de la place pour mettre ses pieds. Voilà, mais je pense, moi, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, que c'est une voiture qui est faite pour 2 passagers à l'arrière. Là, je suis vraiment très bien installé. Devant moi, j'ai une poche aumônière, j'ai 2 petites poches pour mettre des portables, d'accord. Vous avez les commandes de siège chauffant à l'arrière. Pas toujours, enfin, c'est pas fréquent, mais donc là, en l'occurrence, c'est le cas. 2 petites prises USB-C. Vous avez l'ambiance lumineuse que vous avez devant, que vous retrouvez également aux places arrière. Vous avez le système audio Harman Kardon. Vous avez de l'Alcantara sur les contreportes ici. Vous avez de la petite moquette à l'intérieur du rangement de la porte. Petite moquette agréable au toucher, d'accord, je tiens à signaler. Après, vous avez du cuir sur le côté ici de la poignée de la porte. Le coude, voilà, on peut le mettre assez facilement dans la portière. Vous voyez que j'ai un tout petit peu, alors ma casquette aurait tendance à toucher un petit peu le plafond, mais ça c'est parce que je fais 1,84 m et voilà, il faut vraiment que je sois très droit pour avoir la casquette qui touche, mais en règle générale, quand je suis passager, voilà, je suis plutôt un peu avachi, et là ça passe sans aucun problème. J'ai ici, hop, un petit accoudoir central, classique, avec la trappe à ski juste derrière. Vous avez les 2 petits porte-gobelets avec, comme je disais dans l'ID5, le fond qui est mou, hein, d'accord, ce qui peut éviter des bruits intempestifs quand vous mettez une canette ou des choses comme ça, avec des petits picots antidérapants. Ça, c'est bien trouvé aussi. Moi, j'aime bien ce système-là. Sinon, vraiment, ce qui ressort à l'arrière, c'est vraiment l'espace. Je pense que 2 passagers à l'arrière, on est la roi carotte, hein, vraiment. Alors, petite subtilité par rapport, alors j'en parle ici, par rapport aux appuis-têtes des sièges avant, c'est pas des choses, voilà, vous voyez, qui sont en contact direct avec le siège, et vous avez un petit bouton sur le côté de l'appui-tête, hop, qui vous permet de lever l'appui-tête, ou de le baisser, bien évidemment, voilà. Pas trop de piano black, à part ici au niveau de l'ouverture de la porte, et ici au niveau de l'îlot central.
Sinon, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est plutôt... Moi voilà, j'en avais beaucoup trop dans l'ID5, là ils en ont enlevé beaucoup et ça j'aime bien. Vous avez toujours les petites lumières, hop, tactiles, des poignées pour se tenir, un petit crochet pour faire tenir un costume, ou il y a même un deuxième, tiens, j'avais pas vu ça, il y a même une deuxième petite, un deuxième petit crochet ici sur le montant central de la voiture. Le haut des contreportes, c'est légèrement rembourré. Alors, assis aux places avant, quel est mon ressenti? Alors, comment dire, la première chose que moi je constate, c'est que Volkswagen, ils ont abandonné le côté, l'idée de l'écran de conduite fixé sur le timon du volant. Mais voilà, toujours est-il que le volant est réglable en profondeur et en hauteur, et quel que soit, entre guillemets, quel que soit le réglage de votre volant, eh bien vous aurez quand même l'écran de conduite qui va vous tomber pile poil à la vue. Et en plus de ça, si ça suffisait pas, vous avez un affichage tête haute en réalité augmentée qui est affiché directement sur le pare-brise. Donc du coup, ce qui justifie peut-être le fait qu'ils aient supprimé cet écran qui était attaché au timon du volant. Et concrètement, il ne nous manque pas vu que tout nous tombe sous les yeux sans aucun problème. Ensuite, deuxième chose que je constate, c'est qu'ils ont enlevé la quasi-totalité du piano black. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'arrière. Là où sur l'ID5, vous en aviez partout, là, il n'y en a pas. Et moi, je dois dire que je suis très content. Vous en avez juste un petit peu au niveau de l'ouverture des portes ici. Alors là, vous avez une ambiance lumineuse qui fait tout le tour, d'accord, y compris sur les portes arrière. On peut choisir sa couleur pour l'ambiance lumineuse. Moi, il y a une chose que j'aime pas trop dans cet intérieur d'ID7. Ça n'est que subjectif, c'est mon propre goût. Je n'aime pas trop ce liseré bleu là. Alors, bleu, ça se veut électrique, j'imagine. Mais je trouve que ça fait pas aussi qualitatif que le reste de la voiture. Autant les liserés bleus que vous retrouvez sur les sièges ici, encore à la limite, quoique. Mais là, ces petits liserés bleus sur les portières, sur le tableau de bord, je sais pas, je suis pas fan. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, c'est vrai que l'ambiance lumineuse est très sympa. Voilà, ça fait très dynamique. Et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez donc un volant classique, 3 branches. À droite, les commandes de la radio, du volant chauffant. Alors ça, par contre, c'est bien. C'est-à-dire que vous pouvez allumer votre volant chauffant directement via le volant. Ça, c'est bien. Moi, je dois dire, c'est bien. Ça évite de passer par l'écran. Voilà, vous avez froid, un petit coup de volant chauffant, un bouton, terminé. Ça, j'aime bien. À gauche, vous avez les commandes d'aide à la conduite, le régulateur de vitesse et que sais-je encore. À droite, vous avez le commodo pour la réduction, pour mettre en marche, drive neutre, marche arrière, break, le mode break pour la régénération maximum. À gauche, ici, vous avez les commandes d'essuie-glace, essuie-glace avant, bien évidemment, en automatique. Les feux sont à allumage automatique. Les pédales, vous avez une pédale play pour accélérer, une pédale pause pour freiner. Ça fait toujours son petit effet, c'est assez sympathique. Sinon, le tableau de bord ici, c'est rembourré. D'accord. Là, pareil. Le dessus de porte, rembourré. Ici, du cuir, avec cette fameuse surpiqûre bleue. Vous avez de l'Alcantara sur la coudoir. Toujours la petite moquette dans le rangement de contre-porte. Ensuite, vous avez un grand écran d'infodivertissement ici. Ils ont changé tout le système sur cette ID7. Vous avez des widgets, enfin des petites applications plus précisément, d'accord. Le GPS fait planificateur. Bon, ça, c'est pas trop une surprise, d'accord. Pour aller à Lille, il me prévoit un seul arrêt. C'est vous dire si la voiture est efficace. C'est-à-dire que c'est quand même presque 900 km d'ici à Lille et il me prévoit un seul arrêt. Voilà, bravo, il m'indique le pourcentage à l'arrivée, le pourcentage auquel je dois quitter la station. Si je n'utilise pas le planificateur, il va m'indiquer, le GPS va m'indiquer les bornes à proximité. Ça, il y en a beaucoup qui le font, mais voilà, je tiens à le signaler quand même. Ensuite, alors, il y a également sur cette voiture les sièges massants à l'avant, chauffants, ventilés. J'ai essayé tout à l'heure les sièges massants. Je dois dire que c'est quand même bien agréable. Vous avez différents menus, différents types de massages. Vous choisissez celui que vous voulez. Les sièges donc ils sont bicolores.
blanc, noir, avec ces fameux liserés bleus, des petites surpiqûres blanches sur le côté, très confortable. Hein, vraiment, on est très bien assis dans cette voiture. Ce qui me fait dire que c'est vraiment une voiture qui est faite pour faire des longs trajets, d'accord? On soigne le conducteur, on soigne les passagers aussi à l'arrière. Sous l'écran d'infodivertissement, vous avez donc un grand rangement avec 2 volets manuels. Vous avez un chargeur à induction, 2 prises USB-C. Vous avez 2 porte-gobelets que vous pouvez retirer pour mettre, ne serait-ce que, je sais pas moi, une petite carte de recharge dessous, une carte de crédit. Vous pouvez la cacher sous les porte-gobelets. Voilà. Ensuite, vous avez la coudoir centrale qui s'ouvre en appuyant sur le bouton, qui est quand même correcte, la coudoir centrale, avec un petit ziboui comme ça qu'on peut mettre à sa guise, là où on veut. Sous l'îlot ici, sous la coudoir centrale, vous avez un rangement. Bon, bah là, je suis revenu de ce genre de rangement, moi, parce que c'est pas franchement pratique à atteindre. Enfin, pour moi, les 2 voitures que j'avais précédemment, le Kona et le ZS, ont ce type de rangement. Et mon expérience me fait dire que franchement, moi, j'aime pas. Voilà, c'est pas pratique à accéder. Je préfère ranger là directement ou dans la coudoir, parce que là, c'est pas pratique. Bon, ça n'engage que moi. La boîte à gants est de taille classique, on va dire. Il y a une petite feutrine à l'intérieur pour éviter que les bruits intempestifs de ce que vous allez mettre dedans remontent dans l'habitacle. Je tiens à signaler que l'affichage tête haute est très bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'ai même pas eu besoin de le régler là. Il s'avère que il était réglé comme pour moi, hein, et franchement, on est pas mal. Sur la porte, on peut ouvrir les vitres avant, et par contre, on ne peut pas ouvrir les vitres arrière. Seuls les passagers arrière peuvent ouvrir ou fermer les vitres à l'arrière. Maintenant, vu la taille, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de voir le confort sur long trajet, ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, je vais aller voir sur les petites routes de campagne, et puis en ville, si la manœuvrabilité est correcte. Alors, maintenant, ça va être l'heure d'aller rouler avec cette ID7. Moi, comme j'avais vu sur l'ID5, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette voiture, c'est on appuie sur la pédale frein, hop, ça se met en position, la voiture démarre, j'ai plus qu'à sélectionner marche avant, le mode break pour la régénération maximum, et on est au taquet, on peut y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire un petit peu de campagne. Moi, il me tarde de voir ce que cette grande voiture, je répète, hein, presque 5 mètres de long, vaut sur les petites routes. Alors, je ne vais pas mettre d'aide à la conduite dans un premier temps, pour vraiment voir son comportement normal, en utilisation normale. Alors, là, je suis à 60 au lieu de 50. Il y a eu une petite alerte sonore, mais très faible. Alors, pour avoir déjà roulé un peu avec tout à l'heure, eh bien en fait, voilà, ça reste faible. Moi, j'ai pas eu d'alerte sonore vraiment insupportable. C'est vraiment et pas tout le temps, quoi. C'est vraiment très très faible comme alerte sonore. Alors, première chose, il y a 4 modes de conduite. Contrairement à l'ID5 où il n'y en avait que 3, d'accord? Là, vous avez Eco, Confort, Sport et Individuel. Alors là, du coup, autant sur l'ID5, vous faisiez votre mode Sport via l'individuel, que là, via l'individuel, vous pouvez, en plus du mode Sport, vraiment régler tout ce que vous voulez, la direction, la puissance, le bruit à l'extérieur, enfin bon... pour ceux qui aiment régler leur mode de conduite, c'est plutôt bien. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'aime bien dans la simplicité, donc je me suis mis en mode éco. Et ma foi, ça va fort bien. On teste un peu la régénération. Donc là, je suis en mode break, le mode maximum. Est-ce qu'elle va s'arrêter complètement? Alors, j'ai personne derrière moi, hein. Voilà, là, je suis à 6 kW. 6, 5, voilà, il y a un léger rampage. Voilà, je suis arrivé à 5 km/h, 5-6 km/h et la voiture continuait légèrement rampée. Mais ceci dit, j'ai trouvé que la régénération freinait bien la voiture.
Alors après, si on veut pas avoir ces petites alertes sonores intempestives, parce qu'on dépasse de 2 km/h la vitesse maximum autorisée, eh bien j'imagine qu'on doit pouvoir chanter cette alarme sur l'écran d'infodivertissement. Bon, moi j'ai pas pris le temps de le chercher, d'accord. Écran d'infodivertissement, comme j'ai déjà dû en parler tout à l'heure, eh bien ils ont refait le système d'exploitation. Là, ils l'ont simplifié, ils ont tout fait sous mode d'application. C'est assez simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'en haut à gauche de votre écran, vous avez des petits pixels, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à toutes les applications, d'accord? Les applications pour la clim, pour la conduite, pour le mode de conduite, pour tout ce que vous voulez, pour le GPS, enfin bon. Et au-delà de ça, à côté de ces petits pixels, sur la droite, vous avez des raccourcis commandes. Le raccourci pour l'aide au stationnement, le raccourci pour les aides à la conduite, le raccourci pour choisir le mode de conduite, d'accord, le raccourci pour la musique. Voilà, moi je trouve qu'on est pas mal. On peut régler également la clim, il y a un petit bouton raccourci. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, elle est vendue pour une vitesse, pour une pointe de 0 à 100 en 7 secondes. Là, depuis ce matin, je suis à 14,7 kWh au 100 km de consommation, ce qui en soi n'est pas excessif, vu le gabarit de la voiture et le poids de la voiture qui doit faire quand même plus de 2 tonnes. Je veux dire que c'est pas mal. Et j'ai la clim d'allumée, d'accord. Je suis pas en éco-conduite, c'est-à-dire sans la clim, sans tout ça. Donc non, j'ai vraiment le confort qui va bien. Et je ne suis qu'à 14,6 actuellement. Bon, j'ai pas fait l'autoroute, hein. Ce matin, j'ai surtout fait des départementales, de la nationale, un petit peu de ville. Allez, on passe sur les routes qui mènent aux carrières de Cubjac. C'est là qu'on va vraiment voir les qualités dynamiques de cette voiture. Voilà. Là, j'ai aucune aide, j'ai pas l'aide au maintien dans la voie. J'ai pas de régulateur, donc là c'est vraiment moi qui gère la voiture. Les amortisseurs filtrent bien les imperfections de la route. En même temps, on est sur des jantes de 20 pouces. Grosses jantes, donc grosses roues. Ouais, direction précise, hop. Comportement dynamique, dynamique. Plus dynamique que l'ID5. Alors ça, je pense que c'est dû à sa plateforme qui est plus basse. D'accord, c'est une voiture qui est plus basse, donc du coup elle est plus dynamique dans les virages, ce qui est à peu près logique. Voilà, j'ai comme un sentiment de sécurité. Voilà, je suis pas prise en traître par le comportement de la voiture. Alors après, je fais pas des excès de vitesse, je fais pas du rallye non plus. Hein. Mais voilà, j'essaye de conduire un petit peu dynamique. Voilà, il y a un tout petit peu de sous-virage. Voilà, moi je trouve qu'elle voilà, elle sous-vire un petit peu. Alors que c'est pas la sensation que j'avais eue dans l'ID5, ce qui est quand même bizarre parce qu'une voiture plus haut perché, on aurait pu imaginer que le sous-virage allait être plus important. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le contraire, moi. Que c'est l'ID5. Alors, si quelqu'un parmi vous l'a essayé, est-ce qu'il peut nous mettre dans les commentaires s'il a le même ressenti que moi? Voilà, même si je suis bien conscient que ces petites routes-là, même si elle peut les faire tout à fait correctement, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le type de route sur laquelle vous allez pouvoir exploiter son plein potentiel. C'est vraiment pas une voiture qui est faite pour ça, d'accord. Même si, elle, comme je dis, elle le fait vraiment très bien. Ça, c'est une voiture qui est faite surtout pour les longs trajets, d'accord, sur les autoroutes. Voilà, là, vous allez vraiment exploiter la pleine capacité de cette voiture, d'accord, en termes de confort, en termes de roulement, en termes de confort de roulement, c'est-à-dire que là, j'ai pas de bruit
voyez, c'est très silencieux, ça filtre bien les bruits extérieurs. Alors je dépasse pas le 75-80 à l'heure, hein. Donc tout à l'heure, quand j'irai à 110-120, je verrai si c'est toujours le cas. Mais là, en tout cas, à vitesse, on va dire contenue, je trouve qu'il y a une bonne insonorisation de la voiture. Donc là, maintenant, je vais mettre en route le Travel Assist, plus le régulateur de vitesse. Et là, je ne devrais pas être trop surpris dans la mesure où c'est la même chose que dans l'ID5. Donc je devrais avoir l'aide au maintien dans la voie, l'aide à la régulation de vitesse en fonction des dangers, c'est-à-dire des virages et des détections des panneaux. Et ben voilà, là ça me dit 80 km/h devant, donc il va régler ma vitesse à 80, en sachant qu'il y a un virage, donc il n'accélère pas comme un damné. Virage devant, hop, ça me dit, je réduis la vitesse à 50 pour arriver à 50 dans le virage. Voilà, là il baisse la vitesse, voilà. Parce que c'était pas le premier virage, c'était celui-là qui était vraiment dangereux. Donc voilà, là je suis à 51. Et il y en a même encore un autre où il doit baisser à 45. Donc là il baisse à 45. Même à 40, vous voyez. Donc non, alors ça vraiment, j'avais eu l'occasion de le dire dans la vidéo consacrée à l'ID5. Ça, c'est un système que j'aime vraiment beaucoup. En plus, sur celle-là, vous avez l'affichage tête haute sur le pare-brise. Donc, c'est encore plus facile de suivre ce qui se passe. Du coup, le tout petit écran de conduite qui est là, bah, vous avez les mêmes informations qui sont remontées sur votre pare-brise. Donc, non, mais, alors, pas tout à fait les mêmes, hein, j'exagère, mais il y a quand même pas mal d'informations. Vous avez la vitesse maximum, la détection des panneaux, voilà, ça m'indique devant 70, donc là, ça va réduire la vitesse à 70, ça m'indique ma consommation, là, je suis à 14,7 en instantané, d'accord. Autre système présent sur cette voiture, c'est en cas de perte de connaissance du conducteur, eh bien la voiture va prendre le contrôle de la voiture, se mettre en route et continuer à conduire pour se garer un petit peu plus loin, mettre les warnings et appeler les secours. C'est un système que j'aime bien. Si c'est vraiment efficace, ça peut je pense que ça peut sauver des vies. Ça peut non seulement sauver la vie de la personne qui est au volant, mais ça peut surtout sauver la vie des gens qui viennent en face. C'est-à-dire que si quelqu'un est au volant, perd connaissance, hop, ça va bifurquer. S'il y a quelqu'un qui vient en face, ils vont se l'emplafonner, d'accord? Et bien avec ce système-là, j'imagine, attention, c'est une supposition parce que je ne l'ai pas vu en fonctionnement, d'accord? Eh bien, ça va vous garer la voiture et du coup, ça va sécuriser la voiture et les gens qui sont autour. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, comme dans l'ID5, là, vous voyez, ça me met que c'est limité à 30 devant, ça va baisser ma vitesse à 30 km/h, mais si j'estime que 30 km/h c'est trop lent, hein, ou si j'ai des gens derrière qui klaxonnent et qui me disent bon pépère, va falloir accélérer un petit peu, eh bien libre à moi d'accélérer un petit peu, voilà, ça ne déconnecte pas le programme. À partir du moment où je renlève mon pied de la pédale d'accélérateur, ça revient à la vitesse qu'il a détectée et ça se remet à 30 là par exemple, d'accord? Par contre, si j'appuie sur la pédale de frein, ça va déconnecter les aides à la conduite. Donc là, auquel cas, il faudra les réenclencher si vous voulez les remettre en route. Alors là, je suis très positif sur ces aides à la conduite. Mais tout à l'heure, j'ai constaté, l'inconvénient, c'est que ça ne détecte pas les panneaux stop, par exemple, ou les feux. Vous voyez? Tout à l'heure, j'avais en route, j'arrive à une intersection. Alors, il a détecté l'intersection et j'avais un stop devant, donc je devais m'arrêter à l'intersection, donc je mets mon clignotant et je me dis bon, potentiellement elle va s'arrêter. Eh ben non, j'ai dû m'arrêter moi, freiner, m'arrêter au stop et après tourner. Alors que si je suis dans une intersection, je veux tourner à droite, j'ai pas de stop, je suis prioritaire, je vais mettre mon clignotant, eh ben il va détecter l'intersection, va ralentir et je vais pouvoir tourner mon volant sans toucher à la pédale de frein. C'est-à-dire qu'elle va régler la vitesse pour prendre l'intersection à la bonne vitesse et que je puisse tourner. Vous voyez? Donc, il y a des points positifs à ce système-là, il y a des points négatifs, mais là, je me dis qu'il y a quand même
potentiellement plus de points positifs que de points négatifs. Là, ce matin, je suis resté 25 minutes facilement sans toucher à la pédale de frein ni à la pédale d'accélérateur. C'est quand même confortable, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Travel Assist. Bon, là, j'entends les puristes de la conduite qui vont vous dire oui, ça vous enlève tout plaisir de conduire. Peut-être. Moi, pour moi, le plaisir de conduire, c'est de me laisser transporter comme ça. Bah, je me mets ma petite musique qui va bien. Voilà. Si je peux faire 600 bornes sans trop me fatiguer, eh ben, ouais, parce que je suis une grosse feignasse. Eh bien, je serais bien content de l'utiliser, ce système d'aide à la conduite, là, vous voyez. Alors, au jour le jour, je sais pas. Soyons honnêtes. Tous les jours, je sais pas. Mais régulièrement, je pense que je pourrais l'utiliser. Surtout que là, dès que... Et en plus, ça marche, même s'il n'y a pas de pointillés sur la route, hein. Ça va, même sur des petites routes départementales sans marquage au sol, ça va fonctionner. Donc, franchement, non, c'est très confortable. Bon, alors maintenant que je vous ai bassiné avec ces aides à la conduite qui sont très bonnes, eh bien, pour me faciliter encore la vie et être encore plus confortable, je vais me mettre mes petits sièges massants. Donc, je clique sur les petits pixels en haut à gauche, je sélectionne l'application siège ici, massage. Là, je mets l'intensité au maximum et voilà, ça me met en route. Alors, je peux choisir différents. Alors là, j'ai une vague dans le dos hein, qui est en route. Ouh là là, ça c'est bon. Ouh. Sinon, je peux faire une vague sur les lombaires. Voilà, ça s'arrête aux lombaires. Non, je vais rester vague sur les épaules, des cercles, effleurage. Oh, il doit y avoir presque une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 programmes de massage différents. Ce qui est quand même énorme. Alors, je vais me faire la vague sur le dos, comme j'avais tout à l'heure. Là, j'ai une durée de 20 minutes qui peut aller au maximum à une demi-heure. Voilà. C'est-à-dire que là, au maximum, je peux me faire masser le dos pendant une demi-heure, tout en conduisant. Vous conduisez sur 8, 9, 10 heures. Régulièrement, vous avez le dos qui commence à fatiguer. Hop, un petit coup de massage. Pendant, on va dire, 5 minutes, parce que là, une demi-heure, ça va faire beaucoup. Voilà. Je l'ai mis 10 minutes. Et voilà. Sinon, je peux l'arrêter manuellement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui m'oblige à supporter pendant 10 minutes. Donc là, le minimum, c'est 10 minutes. Voilà. Alors là, vous voyez, j'arrive à un rond-point. On est arrêté. Le Travel Assist est opérationnel. Donc là, normalement, c'est l'aide à la conduite dans les embouteillages. Voilà, donc là normalement je ne devrais même pas toucher à la pédale d'accélérateur, ce qui est le cas pour l'instant. Là par contre, voilà, l'inconvénient de ça, c'est que voilà, il y avait une voiture qui venait dans le rond-point. Si j'avais pas regardé, elle rentrait sur le rond-point en brûlant la priorité de la personne. C'est un peu le ventre mou de ce système. Je pense qu'ils savent faire, mais que pour des raisons de sécurité, ils ont peut-être pas eu l'autorisation de le mettre en place. J'ai jamais aussi peu touché à une pédale d'accélérateur que dans ces voitures, l'ID5 et l'ID7. La gestion de la vitesse est vraiment très très sécure. Putain, si j'avais pu avoir un système comme ça dans mon Ioniq 5, eh bien je serais le roi carotte. Non pas que j'en sois pas content de mon Ioniq 5, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce système-là, de gestion de la vitesse automatisée, là, franchement, c'est très très bon. Hein. Le régulateur régénère de l'énergie pour freiner, ça c'est bien. Bon, maintenant, à part quelques exceptions, elles le font toutes, hein, mais il y a encore des exceptions qui ne le font pas. Donc c'est pour ça que je le précise. Hein, ça peut paraître un peu rébarbatif ou désuet quand je l'indique, mais j'ai encore des voitures, quand elles freinent, ben, qui ne régénèrent pas. Donc celle-là le fait, donc je le précise. Alors là, je suis toujours en régulateur de vitesse. Comment elle va me gérer l'entrée sur l'autoroute? Là, pour l'instant, elle est toujours limitée à 80. Là, vous voyez, là, c'est un peu la limite, mais je laisse faire. Genre, avertisseur d'angle mort. Voilà, là, elle a détecté les 130.
Donc là, elle s'est mise à 130, sauf que c'est une portion à 110. Donc est-ce qu'elle va détecter les 110? Là, voilà, 110 devant, ok. Voilà, donc là, elle se remet à 110, voilà. Très bien. Alors, par contre, quand elle est rentrée sur l'autoroute, elle s'est mise d'office à 130. J'aurais bien aimé qu'elle accélère un peu plus. Bon, volant capacitif, comme sur l'ID5. Voilà, le virage se fait... Voilà, j'ai pas d'effet ping-pong. Elle est à 110. Parfait. Moi, je lui demande que ça. Voilà, une petite caresse sur le volant pour récupérer les 30 secondes de liberté. Alors à 110, j'ai des petits bruits de vent là. Sur le côté, devant, sur le côté, vous avez... Voilà, j'ai des petits bruits d'air, comme on dit. À ce niveau-là, là. Et je suis qu'à 110, hein. Mais franchement, sinon, elle est très silencieuse, hein. J'imagine que la Sono Harman Kardon, je vais péter un peu les watts, ça doit être bien sympa, hein. Donc là, est-ce qu'elle me changerait de voie? Non, elle ne me change pas de voie. Je vais changer de voie moi-même. Voilà. Et hop, ça se remet en route. Ça, on aurait pu imaginer, voilà, je vais être un petit peu tatillon, on aurait pu imaginer un système qui vous change la voie automatiquement, comme ça peut exister chez Tesla ou chez Hyundai. Bah là, je ne l'ai pas trouvé, peut-être que ça existe, mais je ne l'ai pas trouvé. Bah là, concrètement, ça fait 20 bonnes minutes que je ne touche pas à la pédale de frein ni d'accélérateur, hein. Alors oui, j'aurais peut-être pu accélérer un peu plus vite pour rentrer sur l'autoroute, mais j'en ai pas eu besoin, vu qu'il n'y avait pas de voiture dans mon angle mort, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Mais sinon, effectivement, je peux le faire. Donc là, je suis à 14,6 kWh au 100 km. Je suis à 110. Alors c'est une moyenne hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est sur sur 70 km. Voilà, c'est à peu près... c'est la consommation que j'ai. Hein. Depuis ce matin, je suis à 70-75 km parcourus. En mixte, vous voyez, là, je suis à 14,6. Et là, hop, je sors de l'autoroute, je touche à rien. Hein. Elle a détecté le 70, elle a détecté le 50, et là, elle ralentit. Voilà. J'ai juste mis mon clignotant et tourné le volant. Hein. La vitesse a été gérée complètement par la voiture. Voilà, alors, voilà. Là, c'est ce que je disais. Voilà, j'attends, voilà. Je pinaille. La prochaine étape, c'est... Elle me gère le rond-point toute seule. C'est-à-dire que... Alors, c'est compliqué, parce que je pense qu'il doit falloir un radar sur le côté gauche pour détecter s'il vient des voitures. Mais, étant donné qu'ils font des radars de partout, la prochaine étape, maintenant, c'est la conduite autonome. Hein. Parce que là, on s'en approche vraiment beaucoup. Alors, il y a un truc que je n'ai pas signalé tout à l'heure. Même si l'écran est pratique et tout, bah, il me manque quand même certains boutons raccourcis. Je suis quand même encore obligé de passer par l'écran pour aller sur la clim, aller sur la radio, aller... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon truc. Voilà. Là, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais à titre personnel, c'est pas ce que je préfère. Voilà, j'aime bien encore avoir mes petits boutons raccourcis dessous. Voilà, je clique sur mon bouton, tac, j'arrive, clac. Alors, on les a là en haut de l'écran, d'accord? Donc peut-être qu'avec l'habitude, je pourrais m'y faire. Mais au jour d'aujourd'hui, là, présentement, je me suis pas habitué encore. Voilà. Donc j'aime bien encore mes petits boutons. Je suis content qu'il ne m'ait pas supprimé tous mes commodos. Hein. Je suis content d'être avec un clignotant manuel. Pas comme dans la Model 3 Highland. Ah, j'ai un collègue qui l'a cette voiture là et qui me disait que il aime pas. Hein. Même s'il commence à s'y habituer, il aime pas. Que là, je pense où elle aura le plus de difficultés cette voiture, c'est en ville, vu son gabarit. Donc je vais voir en passant par des petites rues si ça se manie bien. Le clignotant, on l'entend plus que dans l'ID5. Dans l'ID5, il était vraiment très très discret, là on l'entend bien. Juste ce qu'il faut, pas trop.
Voilà. C'est ça aussi que je voulais voir. Sur les routes un peu défoncées de Périgueux. Allez, on va passer sur une portion pavée. Et avec des ralentisseurs, des bandes rugueuses. Le bruit est assez bien filtré, je trouve. Par contre, je pense qu'avec l'ID5, on aurait moins senti les bandes rugueuses. Là, je les ai senties un petit peu, les bandes rugueuses, là, vous voyez. Alors en fait, je pense que c'est surtout pour les autres que c'est impressionnant, la taille de la voiture. Même si Cora a beau me dire que la taille ne compte pas, si, sur une voiture, ça compte. Et surtout quand on est en ville. Là, vous voyez, je ne maîtrise pas encore la largeur de la voiture, donc je suis un petit peu tendu. Alors quand je suis à l'arrêt, j'ai mes radars qui se mettent en route. Et si je mets la caméra, voilà. Ouais, tu te calmes. Voilà. C'est vraiment pour voir. Et là, quand je vais réaccélérer, normalement, ça devrait sortir. Voilà. Alors. Parc assist. Démarrer. Voilà. Allez, hop. On va essayer de se trouver la petite place qui va bien. Allez. Je vais me garer tout seul, parce que là le parc assis, il ne voulait pas se mettre en route. On va voir ce que ça donne. Merci la caméra 360. Ah, là j'ai pris le trottoir. Voilà. Alors, voilà. Merci les caméras 360. Donc, elles se garent assez facilement. Alors, les aides au parking, voilà. Là, concrètement, ça me détectait pas. Ça m'a détecté la place, mais j'ai pas réussi à me garer en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu me garer en épi. En perpendiculaire là, comme sur un parking, mais là il refusait de vouloir me garer en parallèle, donc j'ai dû me garer moi-même. Ben ça c'est fait. Alors j'ai pris le trottoir parce que j'ai pas l'habitude du gabarit, mais il avait bien détecté la place, donc il avait bien détecté que j'avais suffisamment de place pour me stationner, et je me suis surpris une ou deux fois sans ressortir complètement, hein, voilà. Et avec l'aide de la caméra 360, eh ben, on se rend compte qu'on est bien garé au niveau du trottoir, devant, derrière, c'est nickel. Bien, eh ben, comme à l'accoutumée, c'est l'heure de conclure cette vidéo en vous disant ce que j'aime un peu moins sur cette ID7, et je finirai par vous dire ce que j'aime beaucoup sur cette ID7. Alors, j'ai dû me creuser les méninges pour trouver des choses que je n'aime pas sur cette voiture, au premier rang desquelles le tarif. Bon, hein, hors option, cette voiture fait presque 68 000 €. Elle fait 68 000 €. Donc voilà, ça c'est mon premier point négatif. Le deuxième point négatif, ça c'est un peu le même problème que j'avais avec l'ID5, c'est son aspect extérieur. Je trouve qu'il est trop sage, trop passe-partout. En même temps, c'est ce qui fait le succès des voitures chez Volkswagen, hein. Les fans de Volkswagen aiment bien ces voitures qui ne sont pas ostensiblement visibles. Donc, si ça fonctionne pour eux, bah écoutez, pourquoi pas après tout, hein. Moi, c'est vraiment subjectif là pour le coup, hein. C'est vraiment pas une critique objective, c'est vraiment
À mon goût personnel, je trouve que l'aspect est trop sage. D'accord? Troisième point que j'aime un peu moins dans cette voiture, j'ai dû me creuser les méninges, hein, c'est le confort de la place centrale arrière. Et ça, je l'explique bien dans la vidéo. C'est dû au fait que les places de chaque côté à l'arrière sont légèrement rehaussées comme ça. Et si vous vous asseyez au milieu, et ben vous le sentez. Et c'est pas très confortable. Ensuite, il y a un autre point que j'aime pas trop, et là c'est à l'intérieur de cette voiture, c'est ce liseré bleu qu'ils ont mis sur le tableau de bord et sur les portières. Bah j'aime pas. Bah, c'est purement subjectif, hein. J'aime pas ce liseré bleu. Autant les petites lumières, l'ambiance lumineuse avec les petites stries, ouais, ça va, j'aime bien. Mais ce liseré bleu, et qu'ils en ont refoutu partout sur les sièges aussi, je comprends pas. Je trouve pas que ça fasse qualitatif à hauteur des prestations de cette voiture. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ceci étant dit, en point négatif, alors on va encore m'accuser d'être de vendre la soupe pour Volkswagen, hein, ou pour une marque qui me prête une voiture, mais si j'ai des choses négatives à dire, je le dis, et là en l'occurrence, je n'en vois pas plus que ça. Je vais en rajouter une dernière, hein, histoire de faire plaisir aux pistes froids. Les jantes en 20 pouces, quand il va falloir changer les pneus, ça va coûter un bras. Mais voilà, là j'en rajoute un, mais bon, concrètement, voilà, vous êtes libre de choisir des jantes plus petites, j'imagine. Donc c'est pas forcément un point négatif. Maintenant, je vais attaquer les points positifs que moi je vois dans cette voiture. Au premier rang desquels, c'est l'espace à bord. Alors, elle fait 5 mètres de long quasiment. Ce serait quand même malheureux qu'elle soit pas confortable et qu'il n'y ait pas d'espace. Et bien là, je l'affirme, à l'arrière, il y a énormément de place, d'accord? Comme vous avez vu dans la vidéo. Le seul petit bémol, c'est si je me tiens vraiment trop droit, je vais avoir la casquette qui va frotter. Mais sinon, c'est confortable, il y a de l'espace. Bref, les sièges à l'arrière sont chauffants. C'est vraiment l'empattement de 3 mètres, c'est là qu'on le voit, d'accord? Donc vraiment, espace à bord, espace de vie à bord, nickel. Ensuite, le coffre, capacité du coffre, 531 litres, on aime ça aussi. Seul regret, qu'il n'y ait pas de frunk ou que le sous-coffre soit pas un peu plus important. Bon, ça c'est un petit bémol à ce point positif. Autre point positif, et ça je l'avais déjà dit sur l'ID5, c'est vraiment toutes les aides à la conduite. Alors là enfin bref, toutes les aides à la conduite, moi je les avais bien kiffées sur l'ID5, je les ai encore bien kiffées sur cette ID7. En plus de ça, ils ont rajouté les sièges massants, alors là, un pacha, d'accord. Vous pouvez, il y a une douzaine de types de massages différents. Vous pouvez régler l'intensité du massage, vous pouvez régler la durée du massage. Bref, vous êtes dans un salon, mais dans votre voiture. Voilà, si à ça vous rajoutez les sièges chauffants, les sièges ventilés, pour un peu, on pourrait presque oublier qu'on est dans une voiture et on va s'endormir. D'accord? J'aime bien l'aide au stationnement sur cette voiture. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, il fonctionne plutôt bien. Le seul petit bémol à ça, c'est tout à l'heure, il n'a pas voulu me garer en parallèle le long du trottoir. J'ai dû me garer moi. Mais ce que j'avais bien apprécié, c'est qu'il avait détecté la place, il avait détecté qu'il y avait suffisamment de place pour rentrer les 5 mètres de la voiture. Donc quand je dis que cette voiture a des aides à la conduite qui sont plutôt efficaces, ça en fait partie, d'accord? Donc ça c'est bon. Autre point positif, c'est la simplification qu'ils ont apportée à l'écran d'infodivertissement. Cette gestion avec des applications, le raccourci en haut à gauche avec les petits pixels, tac, ça vous donne accès à toutes les applications. Sinon, vous avez des raccourcis pour la clim, la musique, l'aide au stationnement, les aides à la conduite. Donc ça, c'est assez facile. Petit bémol, ceci dit petit bémol, j'aime bien quand même mes boutons raccourcis pour certaines choses. Voilà, ça je l'ai mis dans la vidéo. Après, j'imagine qu'on doit pouvoir s'y faire, mais voilà, j'aime bien encore mes petits boutons. Autre point positif, de ce que j'ai pu constater sur les 75-80 km que j'ai parcouru, en ville, en campagne et un petit peu sur autoroute, c'est la faible consommation, a priori, je ne l'ai pas eu pour assez longtemps pour vous le dire, mais là je finis ma journée à 14,5 de consommation.
14,5 kWh au 100 km en consommation. Vu le gabarit de la voiture, c'est rien, d'accord? Cette consommation qui s'explique peut-être par le côté aérodynamique de la voiture, d'accord? Confère le point que j'aimais moins en début de conclusion hein, sur l'aspect extérieur, mais toujours est-il qu'on le voit bien sur la consommation. Autre point positif que j'aime sur cette voiture, c'est le confort des sièges, confort du conducteur, confort de conduite. Siège réglable électriquement, facile de trouver sa position de conduite, facile de trouver sa position de conduite dans la mesure où on a un affichage tête haute, d'accord, avec réalité augmentée, donc ça c'est très bien aussi. Et donc ça rajoute au fait que les sièges sont hyper confortables, donc ça c'est parfait. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette voiture, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, et moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. À bientôt!